Salut à tous. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère Matthew He est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, c'est Valatin. What a beautiful Wednesday for Donald Trump. Quel beau mercredi pour Donald Trump dans l'affaire de New York. Je veux commencer par ce qui s'est passé là-bas, Zohran Mamdani. Et voici ce que Donald Trump en a dit. Le 5 mai 2024, le peuple américain a repris le contrôle de son gouvernement. Nous avons restauré notre souveraineté. Nous avons perdu un peu de souveraineté hier soir à New York, mais nous nous en occuperons. Ne vous en faites pas. Nous avons sauvé notre économie, retrouvé notre liberté, et ensemble, nous avons sauvé notre pays. Et voilà, Matt, voici ce que Mamdani a dit. Il était en feu, vraiment. Ouais, puisque je sais que tu regardes, j'ai 4 mots pour toi. Monte le volume. Nous tiendrons les mauvais propriétaires pour responsables, car les Donald Trump de notre ville sont devenus bien trop à l'aise à exploiter leurs locataires. Nous mettrons fin à la culture de la corruption qui a permis à des milliardaires comme Trump d'échapper à l'impôt et de profiter d'avantages fiscaux. Nous nous tiendrons aux côtés des syndicats et renforcerons les protections des travailleurs, car nous savons, tout comme Donald Trump le sait, que lorsque les travailleurs disposent de droits inébranlables, les patrons qui cherchent à les extorquer deviennent bien petits en comparaison. New York restera une ville d'immigrants, une ville bâtie par des immigrants, animée par des immigrants, et à partir de ce soir, dirigée par une immigrée. Oui, on peut voir le ton. Les deux camps se frappent très fort. Et Matt, qu'est-ce qui est en jeu ici pour le Parti démocrate et le Parti républicain? Donald Trump n'est pas content de la situation. D'un autre côté, Soros soutient d'une manière ou d'une autre Mamdani, et beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. De quoi s'agit-il exactement? Et tu sais, Obama était vraiment doué pour ce genre de choses, pour la façon dont il essayait de communiquer avec le public, avec la société. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe dans l'affaire Mamdani à New York? En écoutant son discours, j'ai eu l'impression d'écouter Obama. Et bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, cela suscite de l'inquiétude, n'est-ce pas? Pas parce que nous sommes cyniques, mais sceptiques pour de bonnes raisons. Je pense que la première préoccupation est qui Mamdani va-t-il nommer à ses côtés? Qui va composer son équipe, n'est-ce pas? Je veux dire, comme on dit, votre personnel, c'est votre politique. Donc, les personnes qu'il placera à des postes de pouvoir dans toute la ville détermineront ce qui sera réellement mis en œuvre. Nous l'avons déjà vu avec son engagement à maintenir la commissaire de police actuelle, la fille de milliardaire, Tish. Donc déjà, cela inquiète les gens. Mais nous devons voir qui il nommera à ces postes. La manière dont il abordera ses premiers mois sera, je pense, déterminante pour le reste de son administration. Comme on s'en souvient, on peut continuer à critiquer Obama ici, mais lorsque Obama est arrivé au pouvoir, beaucoup d'entre nous s'attendaient à une couverture santé universelle, ou du moins à une forme qui s'en rapprochait. Et l'une des premières choses qu'il a faites a été d'annoncer que l'option publique, comme on l'appelait alors, n'était plus une option. Beaucoup d'entre nous ont été consternés en voyant les premières personnes qu'il a nommées à des postes de pouvoir. Le meilleur exemple est son chef de cabinet, Rahm Emanuel. On a vu la même chose avec d'autres aussi.
Prenons AOC, par exemple. Les personnes qui ont dirigé sa campagne en 2018, qui l'ont fait élire et ont vaincu le troisième démocrate le plus puissant de la Chambre des représentants, ont perdu leur influence en moins d'un an. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas allés à Washington, D.C. avec elle. Et ceux qui y sont allés étaient presque tous partis avant la fin de l'année, y compris, vous savez, des postes très importants, comme celui de son chef de cabinet. Tu sais, qu'est-il donc arrivé à Knock Down the House? Si les gens s'en souviennent, c'était le documentaire que Netflix avait réalisé sur AOC et plusieurs autres candidats progressistes lors du cycle électoral de 2018. Et c'est ce qu'ils avaient promis de faire, renverser la Chambre. Eh bien, quand tu arrives et que tu renvoies tes incendiaires ou que tu ne les amènes même pas avec toi, il n'y a pas grand-chose qui va brûler. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Qui va-t-il mettre au pouvoir? Qui amène-t-il avec lui? Tu sais, pour revenir à tes remarques précédentes sur tout cela, Nima, tu as vu à la fois la réaction de Trump, mais aussi la foule des partisans de Mamdani, qui, sans surprise, sont enthousiastes à propos de sa victoire électorale. Mais leur enthousiasme reflète un engouement ou un besoin bien plus large, si l'on peut dire, pour ce pays. Et vous voyez la même chose avec Donald Trump. Même s'il a perdu quelques points d'approbation au cours des dernières semaines, il est descendu à environ 43%, ce qui n'est pas très différent de ses prédécesseurs, d'ailleurs. On observe toujours un grand enthousiasme au sein de sa base. La raison pour laquelle on voit cela des deux côtés, ces cas atypiques que l'on pourrait décrire comme ni républicains ni démocrates, si l'on veut vraiment, c'est que Trump, comme Mamdani, devrait probablement appartenir à des partis différents des partis républicains et démocrates. Mais à cause de ce duopole que nous avons, c'est simplement ainsi que les choses fonctionnent ici. Vous savez, ce sur quoi ils s'appuient, cet enthousiasme qu'ils exploitent, est le résultat de l'inégalité dans ce pays. C'est le résultat de la situation désespérée de dizaines et de dizaines de millions de personnes, des gens qui sont submergés, dont les charges, qu'il s'agisse de la facture d'électricité, du loyer ou du remboursement du prêt immobilier, ou encore du fait qu'ils doivent vérifier leur compte en banque avant d'appeler leur médecin. Vous voyez, c'est cela qui alimente ce désir de quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait redonner de l'espoir. Et j'ai trouvé très révélateur que Mamdani ait commencé son discours de victoire en citant le socialiste américain Eugene Debs. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, il a été le politicien socialiste le plus réussi de l'histoire américaine. Il a reçu plus d'1 million de votes depuis sa cellule en 1916. Et vous savez, cette citation, pour la paraphraser, « Je vois dans cette aube une nouvelle lumière pour l'humanité ». Donc, même si je reste sceptique, je me rends aussi compte que nous avons aujourd'hui cette opportunité, à travers des figures comme Mamdani, de construire sur quelque chose dont, eh bien, on ne veut pas vraiment tirer profit. Peut-être devrais-je le dire autrement, nous avons cet élan, cette inertie, qui vient du fait que les gens souffrent, que les gens sont en difficulté, que, encore une fois, les gens sont submergés. Et on voit ces opportunités comme celles que Mamdani a su saisir à New York, qui donnent de l'espoir au reste du pays. Je pense que le problème central, Matt, avec Donald Trump et Mamdani, c'est que le résultat nous montre que le statu quo ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas aux États-Unis. Il y a quelque chose qui ne va pas, profondément. Et si l'on devait mentionner la question principale, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils doivent se tourner vers Mamdani ou Donald Trump, qui, selon toute définition, ne font pas vraiment partie des partis démocrates ou républicains. Pourtant, ils sont d'une certaine manière intégrés à ces deux partis. Tu vois, parce qu'on veut montrer que les démocrates gagnent ou que les républicains gagnent, ce qui, on le sait, n'est pas tout à fait le cas. Oui, enfin, vas-y.
Je veux dire encore une fois, ces deux hommes, Trump et Mamdani, ne devraient pas vraiment appartenir à leurs partis respectifs. Tu vois? L'une des choses qui m'intéresse, d'après ce que j'ai pu lire sur les chiffres des sondages de sortie des urnes, c'est le taux élevé de vote que Mamdani a obtenu parmi les jeunes hommes. C'est un groupe démographique qui, il y a 2 ans, avait voté pour Trump. Et lors de l'élection d'hier soir, je vais appeler ça les sondages de sortie, Mamdani avait une avance de 40 points parmi les hommes de moins de 30 ans, n'est-ce pas? Donc c'est un groupe démographique avec lequel, si je me souviens bien, Trump avait très bien réussi. Il avait remporté le vote des jeunes, n'est-ce pas? Il avait gagné le vote des jeunes. Et maintenant, on voit Mamdani récupérer cet électorat. On voit donc ces jeunes générations comprendre ce qui est en jeu. Et donc, peut-être qu'ils tendent la main, espérant que Trump changera les choses d'une manière ou d'une autre. Puis ils se rendent compte de leur erreur. Et maintenant, ils se tournent vers quelque chose qui, à mon avis, a bien plus de chances de réussir, ce type de plateforme socialiste démocratique. Mais ils voient clairement la nécessité d'agir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur le statu quo. Ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'establishment. Il y a environ 1 an et demi, un grand sondage d'opinion publique auprès des jeunes générations aux États-Unis a révélé que les jeunes Américains considèrent les États-Unis comme un empire mourant dirigé par de mauvaises personnes. Et donc, je pense que l'élan qui découle de cette compréhension, on ne peut pas discuter de ça. Vous savez, si vous me demandez, « Hey Matt, vrai ou faux, les États-Unis sont un empire mourant dirigé par de mauvaises personnes. » 100%. Très vrai. Exact. N'est-ce pas? On ne peut pas contester cela. Et donc, je pense que les opportunités qui s'offrent ici à l'un ou l'autre parti, s'ils parviennent à exploiter ce besoin d'avoir quelqu'un qui va proposer et ensuite réellement concrétiser le changement que les jeunes générations estiment nécessaire, non seulement pour progresser, mais aussi pour se libérer de ce poids écrasant que ma génération, les générations plus âgées, ont fait peser sur elles. L'autre événement survenu le même jour où Mamdani a remporté l'élection à New York a été la mort de Dick Cheney. Il est décédé et beaucoup d'entre nous le considèrent comme l'architecte de la guerre en Irak. Vous en savez beaucoup à ce sujet. Vous avez beaucoup d'informations à ce propos. En ce qui concerne Dick Cheney, comment percevez-vous son importance dans ce qui s'est passé en Irak, dont tant de personnes ont souffert? Les Américains, comme les habitants du Moyen-Orient, ont tous deux souffert de ce qui s'est passé là-bas. Eh bien, il a été, à bien des égards, l'architecte non seulement de la catastrophe en Irak, mais aussi de l'instabilité plus large dans la région. Et dans une présidence impériale qui prend véritablement forme au cours des 50 dernières années aux États-Unis, une présidence d'après-guerre du Vietnam encouragée par Nixon et Kissinger, à laquelle Cheney a pleinement participé. Dick Cheney a occupé, jeune, des postes presque inédits. Le fait qu'il ait été, je crois, âgé de 34 ans lorsqu'il était chef de cabinet de Gerald Ford, peut-être même plus jeune encore. C'était un homme très ambitieux et très compétent. Et cela se voit tout au long de sa carrière, que ce soit dans ses fonctions à la Maison-Blanche sous Nixon et Ford, ou pendant son passage au Congrès dans les années 1980, où il a joué un rôle important, même en tant que jeune membre. Il a occupé des postes de haut niveau, des postes de responsabilité, même lorsqu'il n'était encore qu'un membre junior. Et puis bien sûr, il est devenu le secrétaire à la défense de George H.W. Bush. À partir de là, cela inclut la première guerre d'Irak, la guerre du Golfe Persique, comme on l'appelle ici aux États-Unis. Ensuite, il y a son rôle chez Halliburton, où il passe de l'autre côté de l'Empire,
le côté corporatif de l'Empire américain. Tout culmine pour lui lorsqu'il devient sans doute le vice-président le plus puissant de l'histoire américaine et probablement aussi le plus impopulaire. D'après les archives, nous savons qu'il détient ce titre. 31% des Américains l'approuvaient lorsqu'il a finalement quitté ses fonctions. Et c'est le taux le plus bas jamais enregistré pour un vice-président dans l'histoire américaine. Mais son rôle, bien sûr, dans la guerre en Irak est probablement l'aspect le plus important ou le plus marquant de son héritage. Sa volonté de mentir avec autant d'agressivité à propos de la guerre, l'imprudence qui en découlait, cette totale insouciance à ce sujet. Il faut avoir le cœur bien noir pour mener une arnaque, un stratagème, une conspiration comme la guerre en Irak. Dick Cheney possédait cela. Et il a adopté cette image très tôt. On le décrivait comme une figure à la Darth Vader, et il l'a assumé. Il a même déguisé son chien en Darth Vader pour Halloween. Quand il se présentait à des discours, il passait la chanson des films Star Wars. Une fois, un autre rapport disait qu'il avait mis un cache Darth Vader sur l'attelage de sa camionnette. Je veux dire, c'est un homme qui assumait cela. Et vous savez, la ruine de tant de millions de personnes était quelque chose pour lequel il ne s'est jamais excusé et qu'il n'a même pas regretté. Il a dit, encore et encore, qu'il referait tout de la même manière. Et le fait qu'il ait pu vivre jusqu'à 84 ans sans aucune conséquence. Il a mené une vie pleine, confortable, remplie de richesses, de célébrités, de fortune et tout le reste, alors que tant de mes amis n'ont jamais eu la chance de vivre jusqu'à 84 ans. J'ai vu de nombreux Irakiens, des hommes, des femmes, des enfants, morts qui n'ont jamais eu la chance d'atteindre 84 ans. Je veux dire, l'injustice de tout cela ne réside pas seulement dans l'absence de responsabilité, le fait qu'il n'ait jamais eu à répondre de ses crimes et de ses mensonges, mais, pire encore, dans la manière dont tout cela a été dissimulé, blanchi. Si l'on regarde la presse américaine, la façon dont elle écrit à son sujet, le Wall Street Journal a qualifié ses mensonges sur l'Irak de plaidoyer acharné. CNN a déclaré que ses affirmations sur l'Irak étaient, en fin de compte, des hypothèses erronées. CNN a également consacré 2 fois plus d'espace à écrire sur son opposition à Donald Trump qu'à la guerre en Irak, à son soutien à la torture et à son appui à des violations massives et flagrantes des libertés civiles américaines, comme le programme de surveillance sans mandat aux États-Unis appelé Stellar Wind. Je veux dire, toutes ces choses. Vous savez, le Washington Post a décrit ces mensonges sur l'Irak comme des éléments qui se sont finalement révélés être des exagérations ou des déformations. Donc même à la fin, après sa mort, un homme qui est clairement un criminel de guerre, détesté par la majorité du peuple américain, la presse américaine continue de le couvrir. La presse américaine continue d'écrire sa nécrologie avec des mots plutôt flatteurs. Et puis, bien sûr, on voit la réaction du Parti démocrate. On voit les déclarations de Bill Clinton, de Kamala Harris, de Joe Biden, faisant l'éloge de Dick Cheney, le qualifiant de bon Américain, d'homme d'État, en disant « Oh, nous avons peut-être été en désaccord ». Je n'ai jamais su que le patriotisme de Cheney avait un jour été mis en doute, tu vois, pour paraphraser ce genre de choses. Tu relis cela à ce dont nous parlions à l'instant avec Mandani. Pourquoi ces gens réclament-ils autre chose alors qu'ils voient cet empire, alors qu'ils voient cette élite dirigeante s'extasier devant le criminel de guerre Dick Cheney, sans même avoir le courage, ou peut-être que ce n'est pas de courage qu'il s'agit. C'est peut-être simplement la compréhension que cet homme était un criminel de guerre qui a causé de grands torts, non seulement aux États-Unis d'Amérique, mais à des dizaines de millions de personnes dans le monde, en particulier au Moyen-Orient. Tu as mentionné quelque chose.
Je pense qu'il est important de rappeler qu'il a été, au moins, tu sais, si l'on considère la période allant de George H.W. Bush à Donald Trump, le vice-président le plus puissant et le plus influent de l'histoire récente des États-Unis. Et pourquoi cela? Quelle en était la raison? Parce que si l'on regarde l'administration Obama, l'administration Biden, les deux administrations Trump, on ne voit pas le vice-président détenir autant de pouvoir. C'était à cause de George W. Bush. Il a donné à Cheney ce type d'autorité. Parce que la politique étrangère, tu me corrigeras si je me trompe, la politique étrangère des États-Unis sous le jeune Bush a vraiment été définie et mise en œuvre par Dick Cheney. Je ne vois pas beaucoup de Bush lui-même dans ses politiques. Pourquoi selon toi? Oui. Tu sais, as-tu déjà parlé de tout ça avec Larry Wilkerson? Il faut que j'aille écouter ça, parce que Larry connaît bien le sujet sur un plan personnel, ayant été chef de cabinet de Colin Powell pendant le premier mandat de George W. Bush. Mais Dick Cheney a toujours eu du mépris pour les autres, et il voulait s'assurer que son pouvoir soit affirmé et absolu. On entend des histoires sur la façon dont il dirigeait la Maison-Blanche de Ford quand il en était le chef de cabinet. À quel point il contrôlait tout, comment tout devait passer par lui et par sa poigne maniaque. Et bien sûr, cela a aliéné des gens. Mais vous savez, pour Cheney, ce fut un succès. Il existe des témoignages à son sujet lorsqu'il était secrétaire à la Défense dans l'administration de George H.W. Bush, où il punissait rapidement ceux qui sortaient du rang ou ne faisaient pas exactement ce qu'il voulait, d'une manière que beaucoup jugeaient inappropriée pour un membre du cabinet. Mais dans l'administration de George W. Bush, je pense que son expérience était bien plus vaste que celle de Bush et de son entourage. Ainsi, les personnes issues du bureau du gouverneur Bush, de sa campagne et d'autres membres de son équipe étaient, disons, de petite ligue, si l'on peut dire, comparées à celles qui entouraient Cheney, sans même parler des ambitions et des désirs personnels de Cheney. Il y a cette histoire selon laquelle Dan Quayle, qui était le vice-président de George H.W. Bush, aurait dit à Dick Cheney quelque chose comme « J'espère que tu apprécieras d'aller à des funérailles » ou quelque chose du genre. Et Cheney aurait répondu « Ce n'est pas comme ça que je vais faire ». Il arrive donc non seulement avec un désir personnel de contrôle, mais aussi avec une forme de mégalomanie. Mais il arrive aussi avec ses théories sur le pouvoir exécutif, qui n'étaient pas propres à Cheney, mais qui différaient des versions précédentes de la direction américaine à la Maison-Blanche. En particulier, sa conviction en ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire. Il avait également sa propre vision de la vice-présidence, puisque le vice-président est mentionné dans la Constitution à la fois comme un membre de l'exécutif et comme un membre du Congrès, car le vice-président est le président du Sénat des États-Unis. Cela signifiait, selon lui, que la surveillance exercée par le Congrès ne s'appliquait pas à lui dans un sens exécutif. N'est-ce pas? Ainsi, lorsque le Congrès, le pouvoir législatif, pouvait affirmer « Nous avons un pouvoir de contrôle sur l'exécutif », Dick Cheney répondait « Non, vous ne l'avez pas. Je suis membre du Congrès. Vous n'avez aucun contrôle sur moi de cette manière. » Et puis, lorsque la situation lui permettait de dire « Non, le privilège exécutif, le Congrès n'a aucun droit de s'impliquer dans cette affaire. C'est une affaire de l'exécutif. » Il s'en servait. Il était donc un maître de la bureaucratie. Il maîtrisait les moindres détails des mécanismes du pouvoir. Il avait aussi, vous savez, des convictions profondément ancrées et bien développées. Enfin, je ne devrais pas dire bien réfléchies, car je ne suis pas d'accord avec elles. Mais ce qu'il apportait n'était pas simple. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement démonter ou disséquer. C'était solidement ancré, bien élaboré, ces théories, et il savait les mettre à profit. Donc, vous savez, encore une fois,
On peut être en désaccord avec lui, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas arrivé là-dedans à moitié préparé. Il n'est pas venu sans préparation, ou simplement après avoir lu l'article Wikipédia sur les principes de l'exécutif unitaire. Vous voyez, le pouvoir, n'est-ce pas? Donc tout cela s'inscrit dans cette idée selon laquelle George W. Bush était prêt à s'appuyer sur Dick Cheney. Son père avait parlé de Cheney en termes élogieux, tout comme beaucoup d'autres au sein du Parti républicain. Cheney était une personne impressionnante. George W. Bush, quant à lui, n'avait ni l'équipe dont disposait Cheney, ni la conviction qu'il pouvait réellement contrôler les choses à la Maison-Blanche. Et c'est ainsi que Dick Cheney a pu diriger les affaires d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant, ni depuis, pour un vice-président. Et vous savez, les gens essayent de réviser cela maintenant, et certains disent que non, ce n'est pas vraiment le cas. Et vous savez, Bush, bien sûr, a toujours été très attentif à donner l'impression qu'il n'était pas dominé par Dick Cheney. Mais certainement, les preuves existent, contemporaines comme historiques. C'est ainsi que nous l'avons compris au moment où cela se produisait, et je n'ai rien vu depuis qui m'ait vraiment fait changer d'avis. Mais Dick Cheney était une figure impressionnante en soi. Je ne crois pas, vous savez, en un enfer, mais s'il en existait un, j'imagine qu'il y serait. Cela dit, il faut reconnaître le mérite là où il est dû. Dick Cheney était un homme qui savait ce qu'il voulait, et il l'a saisi. Matt, en changeant de sujet pour parler du conflit en Ukraine, je me demande quel est l'objectif final de l'administration Trump, car il a dit jusqu'à présent que c'était la guerre de Biden, pas la sienne. Mais il continue tout de même d'envoyer plus d'armes en Europe. Alors après cela, que se passe-t-il vraiment en Ukraine? Je pense que la situation en Ukraine est particulièrement importante en ce qui concerne Odessa et Mykolaïv, car avec le temps, nous savons que l'économie ukrainienne s'effondre, ou s'est déjà effondrée. Mais quelle est la stratégie du côté des Européens, conjointement avec l'administration Trump? On pourrait en arriver à un point où la Russie n'aurait même plus besoin de prendre Odessa, parce que la partie occidentale de l'Ukraine s'effondre tout simplement, et que personne n'est là pour s'en occuper. Ainsi, Odessa pourrait d'une certaine manière tomber aux mains de la Russie, sans être prise militairement, vous voyez. À votre avis, qu'est-ce qui est en jeu pour ceux qui sont pro-Ukraine? Ceux qui veulent sincèrement quelque chose de meilleur pour l'Ukraine, si c'est vraiment leur objectif principal. Eh bien, pour les Européens et les Américains qui y croient, il y a une sorte de pensée de groupe à l'œuvre. C'est le même type de pensée de groupe qui domine dans les milieux professionnels ou les institutions éducatives, où les gens sont incapables de penser en dehors du récit déjà établi, que ce soit parce qu'ils en sont simplement incapables ou parce qu'ils ont des biais extrêmement marqués. Tout le monde porte des œillères, incapable de voir au-delà de ce qui confirme sa propre réalité. Ou bien, ils ont peur de contrarier le patron, peur d'être l'exclu. Vous savez, la pensée de groupe a joué un rôle évolutif dans notre formation en tant qu'individu et en tant que société. Si l'on remonte à nos premiers ancêtres, il ne fallait pas contredire le chef, car si vous étiez en désaccord avec lui et avec le reste des membres de votre tribu, vous ne restiez pas près du feu de camp. Vous vous retrouviez dehors, dans les bois, avec les loups, n'est-ce pas? Cela devient donc un impératif évolutif pour les gens d'avoir une certaine forme de pensée de groupe, afin de rester près du feu de camp. C'est quelque chose de courant. On le voit se reproduire encore et encore dans toutes les sphères de notre société. Mais c'est particulièrement vrai dans des domaines comme le gouvernement, l'armée et les services de renseignement. C'était comme ça, tout simplement. Je peux vous dire que c'était ainsi pour l'Afghanistan, que c'était ainsi pour l'Irak, et certainement, si vous lisez à ce sujet, que c'était ainsi pour le Vietnam.
Tu sais, je veux dire, on pourrait choisir 1 million de choses différentes. L'idée, c'est que c'est ce en quoi ils croient, et remettre cela en question est vraiment difficile. Politiquement, ils estiment aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, que leur identité politique en dépend. C'est vrai pour les Européens, et on peut dire la même chose des Américains, confrontés aux problèmes de logement, au coût de la vie, à l'immigration, et ainsi de suite. S'ils perdent cela, s'ils perdent cet ennemi extérieur, s'ils perdent leur rôle ou leur titre de défenseur de la démocratie contre le grand tyran venu de l'Est, alors, que leur reste-t-il? J'ai regardé l'autre jour, la cote de popularité de Macron est de 11%. Scholz est à 19% et Merkel à 25%. Je veux dire, donc s'ils perdent cela, que leur reste-t-il? S'ils perdent le militarisme, ils perdent les tambours de la guerre. Qu'est-ce qui va empêcher ce petit pourcentage de la population qui les soutient de les abandonner complètement? C'est leur peur. Et ils sont incapables de voir les choses autrement. De se dire, eh bien, et si j'abandonnais cela? Et si je disais à mon peuple, vous savez, il est mauvais pour nous de poursuivre ces politiques de guerre. Il est mauvais pour nous de mener cette guerre par procuration. Il est mauvais pour nous d'emprunter cette voie du militarisme. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devons prendre soin de nous. Plutôt que d'investir dans une guerre par procuration en Ukraine, nous devons investir en nous-mêmes, dans nos institutions, nos infrastructures, notre peuple. Ils sont incapables de voir que les incitations qui les concernent sont complètement biaisées dans l'autre sens. Qu'engager une guerre ruineuse à un coût immense pour leur population et leur société leur semble préférable à tout changement, toute révision ou tout demi-tour. Ils y croient vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour étayer cette position, eh bien, comment allons-nous faire pour que cela fonctionne? Alors les experts interviennent, qu'ils viennent de groupes de réflexion, de plateformes médiatiques ou qu'ils portent l'uniforme. Ils présentent leurs arguments. Eh bien, vous savez, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, ce qu'il faut faire, c'est maintenir l'économie ukrainienne à flot. Il faut s'assurer que nous obtenions ces dizaines de milliards de dollars. L'Ukraine a un déficit budgétaire de 70 milliards de dollars. Il faut combler ce trou. Alors, prenons cet argent dans les avoirs russes gelés. Ne vous inquiétez pas du fait que les Russes feront la même chose avec les avoirs européens gelés, ou que nous perdrons d'éventuelles procédures judiciaires à ce sujet. Et vous savez, Euroclear, la banque qui détient cet argent, en portera la responsabilité. Mais ne vous en faites pas pour ça, n'est-ce pas? Et donc, ils avancent dans cette direction. Puis ils se demandent, que va-t-on faire de ce problème de main-d'œuvre? Il semble que l'Ukraine soit en mauvaise posture, incapable de tenir ses lignes de front, que ce soit à cause des pertes, des désertions ou des personnes parties à l'étranger. J'ai lu l'autre jour que lorsque l'Ukraine s'est ouverte, Nima, ces jeunes hommes ont de nouveau été autorisés à voyager à l'étranger. Quand cela s'est produit il y a quelques mois, environ 100 000 d'entre eux sont partis. Et ils ne sont pas revenus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, que peut-on faire à ce sujet? Eh bien, c'est là que les Européens et les Américains interviennent. J.D. Vance insistait beaucoup là-dessus, Lindsey Graham et d'autres aussi. Ils disent, il faut simplement commencer à enrôler les jeunes de 18 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, la conscription en Ukraine commence à 26 ans. Donc, les 18 à 25 ans ne sont pas appelés. Il y a là une demi-génération entière, prête à être envoyée au front. C'est leur logique derrière tout ça. C'est ainsi qu'ils maintiennent la situation, dans la croyance qu'il y aura toujours une arme miracle, une arme prodigieuse et nishtaporper. Ils vont gagner cette guerre. Et puis enfin, il y a l'autre versant de la construction, celui où ce n'est qu'une question de temps avant que les sanctions ne fassent effet. Ce n'est qu'une question de temps
avant que le peuple russe ne se soulève et ne renverse Vladimir Poutine. C'est là-dessus qu'ils misent. C'est ce qu'ils croient. Tout le reste est une abomination. Tout le reste est une hérésie. Il faut se rappeler que les Européens sont du même moule impérial que les Américains. Ils ne sont pas l'Empire, mais ils sont les premiers parmi les vassaux. Et ils voient là une manière de contribuer à l'Empire américain à leur façon, n'est-ce pas? C'est leur chance de remporter la victoire pour l'Empire. On peut voir tout cela à l'œuvre. Et je pense que pour l'administration Trump, vous savez, nous parlions de Mamdani tout à l'heure. Qui va-t-il amener avec lui au gouvernement? C'est cela qui déterminera ses politiques, non? Le personnel, c'est la politique. Eh bien, on peut en dire autant de Trump. Je veux dire, je crois qu'on a eu cette conversation en janvier, quand on a vu qui il nommait à ses différents postes, Rubio, Waltz, Exeth et, vous savez, Kavanaugh, et ainsi de suite. Ces types sont tous des faucons vis-à-vis de la Russie. Vous savez, Waltz, 5 jours avant l'élection, parlait du fait qu'il fallait envoyer plus de missiles à l'Ukraine. Donc, vous voyez, ce n'est pas une surprise qu'on en soit là. Et je pense que pour Trump, il y a une certaine méthode dans cette folie. Et je ne cautionne pas cela. J'essaye simplement de comprendre. Trump ne voit pas cela comme un retrait de l'Europe, ni comme une dissociation ou une rupture des liens avec l'Europe, mais plutôt comme une manière d'utiliser l'Europe plus efficacement, de l'utiliser de façon plus substantielle, pour que l'Europe ne soit pas seulement un tampon dans une future guerre contre les Russes ou auparavant contre l'Union soviétique, mais qu'elle devienne en réalité l'instrument de la guerre. Donc, si vous ne pouvez pas vous retirer, si vous ne pouvez pas obtenir la paix que vous recherchez, alors vous resterez en guerre avec la Russie. Et ce ne sont pas les Américains qui devraient s'en charger, ce sont les Européens. Cela devrait être fait par les Européens. Le coût devrait d'abord venir d'eux. C'est donc une économie de moyens ou une maximisation des ressources, peu importe comment on l'appelle, puisque les Américains, dans l'esprit de Trump, se concentrent davantage sur la consolidation de ce qui leur appartient, essentiellement l'hémisphère occidental, n'est-ce pas? Ils s'occupent des questions intérieures, tout en gérant celles de l'hémisphère. Ils vont utiliser leurs vassaux d'une manière sensiblement différente de celle des présidents américains précédents. Et je pense que cela s'est vu dans la façon dont Trump s'est comporté face à ses autres dirigeants. Si vous vous souvenez, lorsque les chefs d'État, accompagnés d'Ursula von der Leyen, sont venus à Washington, D.C., c'était en septembre, je crois, quand Zelensky est venu après la rencontre de Trump avec Vladimir Poutine, et la manière dont il les a disposés devant son bureau. Et puis, si tu remontes de quelques semaines à Sharm el-Sheikh, là où l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu, est en train d'être renforcé, il les fait tous se tenir derrière lui, n'est-ce pas? Tu sais, d'une manière plutôt humiliante et suppliante. Je pense que cela fait partie de la façon dont il perçoit l'Empire, la manière dont il pense le diriger et la façon dont il estime que les choses devraient se dérouler à l'avenir. C'est intéressant avec l'argent. Les Américains vont finir par payer la guerre d'une certaine manière. Le conseiller de l'OTAN en Ukraine a d'ailleurs déclaré l'autre jour que l'OTAN allait fournir 60 milliards de dollars à l'Ukraine pour son armée l'année prochaine. Et ces 60 milliards de dollars viendront de l'OTAN. Et qui est le plus grand, n'est-ce pas, le plus grand contributeur à l'OTAN? Ce sont les Américains. Donc vous savez, les Américains contribuent à l'OTAN. Cet argent est en quelque sorte blanchi, si l'on peut dire, et finit en Ukraine, qui à son tour achète des armes américaines, et ainsi de suite. Voilà comment fonctionne ce système. Je pense donc que ce que vous voyez ici, c'est cette folie, cette manie qui traverse l'Europe et Washington, et qui considère qu'une guerre perdue d'avance contre la Russie, avec toutes les conséquences que cela entraîne, est une meilleure option que la paix.
Ce qui se passe avec l'administration Trump, Matt, est un énorme désordre à mon avis. L'un des problèmes, c'est que Rubio est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Comment est-ce possible? Et il ne parle pas beaucoup. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. La plupart du temps, on entend seulement Donald Trump parler de ces sujets. C'est un peu bipolaire, tu vois, à droite, à gauche, et personne ne sait ce qui se passe avec Donald Trump. À chaque fois, il sort une nouvelle rhétorique. Aujourd'hui, il négocie avec les Russes sur le contrôle des armements. Demain, il parle de tester des bombes nucléaires. C'est incroyable ce qui se passe. C'est un nom. Rubio, pour reprendre ton point, Nima est relativement discret. Je veux dire, il fait ses discours, il a ses petites phrases, d'accord, mais pas de manière substantielle, qui permettent de comprendre sa vision du monde. Tu sais, je ne connais aucun document de politique publique que nous pourrions lire, et qui nous expliquerait « Voici la vision de Rubio sur la politique étrangère américaine ». Je ne le connais pas dans le sens où l'on connaîtrait un Kissinger, un Baker, un Powell, ou, que Dieu m'en garde, un Blinken, n'est-ce pas? Au moins, on comprenait plus ou moins leur vision du monde dans un cadre autre que je suis un cubano-américain de Floride et cela détermine mes actions. Cela semble être la voie de Rubio. Je veux dire, c'est clairement un néoconservateur. C'est un faucon sur la Russie et l'Iran. C'est un défenseur d'Israël, etc., etc., etc. On peut imaginer qu'institutionnellement, il croit aux institutions du pouvoir. Il n'aime pas la diplomatie. En ce sens, c'est un républicain typique. On peut évoquer tous ces éléments, mais cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi il choisit d'agir comme il le fait. Quels sont ses principes? Quels sont les points d'inflexion sur lesquels il prendra une décision? Quelles sont ses priorités? Quel est son objectif final? Je veux dire, il ressemble beaucoup à nombre de ses collègues, de ses homologues. Et je dirais la même chose de l'administration Biden. Mais vous savez, avec l'administration Trump, les postes qu'ils occupent sont une fin en soi. Le pouvoir est la fin. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas que les postes qu'ils occupent, être secrétaire d'État par exemple, soient des moyens pour faire A, B et C, n'est-ce pas? Non, je pense que pour Marco Rubio, il a certainement des objectifs que nous comprenons. Il aimerait voir Maduro dans une prison américaine et Chevron prendre le contrôle du pays. Il aimerait voir Cuba rendu aux casinos américains et aux industries agricoles. Vous savez, ce genre de choses, nous les connaissons, mais c'est assez basique. Nous ne le comprenons pas mieux, comme je le souhaiterais. Et encore une fois, comme beaucoup de ses prédécesseurs, nous pouvions comprendre ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils voulaient parce qu'ils l'avaient déjà exprimé auparavant. Mais avec l'administration Biden, chaque fois que nous voulions savoir quelle était la politique officielle, il suffisait d'écouter Anthony Blinken ou Jake Sullivan. Ils expliquaient clairement quelle était la politique et pourquoi. Chaque fois qu'ils s'exprimaient, il y a eu de nombreuses interviews d'eux pendant l'administration Biden. Ils étaient très transparents sur leur vision de la politique étrangère des États-Unis. On ne voit pas cela avec l'administration Trump. C'est là le problème. Exactement. Et ces dernières années, je suis sûr qu'il y aura une interview avec Blinken, pas Biden, mais Blinken, Sullivan ou d'autres, dont nous aurions ensuite discuté dans cette émission. Vous savez, Sullivan publiait un livre blanc ou un document de politique, et c'était quelque chose de substantiel. C'était un texte qu'on pouvait examiner et dire « Voilà ce que les Américains veulent faire à propos de la Chine ». Il a été très critiqué parce qu'il avait publié un document de politique sur le Moyen-Orient juste avant le 7 octobre, dans lequel il affirmait que le Moyen-Orient n'avait jamais été aussi sûr ou aussi paisible, ou quelque chose dans ce genre.
Tu sais, ou stable. Peut-être que le Moyen-Orient n'a jamais été aussi stable qu'il l'est en ce moment. Mais au moins, il y avait cet effort. Il y avait quelque chose de concret que l'on pouvait examiner et dire « Voilà comment Jake Sullivan voit le monde. Voilà ce qu'il comprend de la situation et voilà ce qu'il compte faire en tant que conseiller à la sécurité nationale. » Exactement. Pour en revenir à ton point, nous n'avons pas cela avec Marco Rubio. Le fait qu'il occupe les deux postes, secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, le premier Américain à le faire depuis Henry Kissinger. Et Kissinger, qui est en enfer avec Dick Cheney en ce moment, on peut dire la même chose de lui. Au moins, tu comprenais d'où il venait. Au moins, tu comprenais ce qu'il motivait. Au moins, tu comprenais sur quoi reposaient ses idées et ses actions. Et avec Rubio, encore une fois, on peut revenir à ce genre de choses basiques et superficielles. C'est un Américain d'origine cubaine, tu sais, de Floride, qui voit le fantôme de Castro à chaque coin de rue. Mais cela ne nous aide pas vraiment quand il s'agit des grandes questions en jeu ici. Comme par exemple, pourquoi les États-Unis seraient-ils impliqués militairement au Nigeria? Eh bien, le pétrole pourrait en être une raison. Ou selon la manière dont Rubio voit le monde, que penses-tu qu'il soit probable qu'il fasse en ce qui concerne la Chine? Qu'est-ce qui est probable en termes d'action à l'égard de la Russie? Qu'est-ce qui est probable concernant la Turquie ou l'Indonésie ou n'importe quel autre pays? Choisis-en un. Une partie de cela peut être plus compliquée, Nima, à cause de qui est son patron, n'est-ce pas? En un sens, c'est difficile. On peut presque éprouver de l'empathie pour Rubio. Quand ton patron établit chaque jour sur Truth Social une nouvelle ligne directrice de politique étrangère américaine qui contredit souvent celle qu'il a publiée un jour ou deux plus tôt, il devient assez difficile de faire entendre ta propre vision. Mais c'est à peu près la seule raison pour laquelle on pourrait ressentir un peu d'empathie pour Marco Rubio. Vous avez mentionné la situation au Nigeria, et nous avons la même chose au Venezuela. Et honnêtement, je ne serais pas surpris que dans 10 minutes, on apprenne que Donald Trump attaque le Venezuela. Mais ce qui est problématique, à mon avis, c'est que la politique à long terme des États-Unis, surtout quand on considère le pétrole et les autres ressources du Venezuela et du Nigeria, me montre que l'administration Trump, ou plutôt l'establishment américain, a une sorte de plan à long terme pour une confrontation entre l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi ils ont besoin du pétrole du Venezuela et du Nigeria pour contrôler le marché de l'énergie, pour obtenir d'une manière ou d'une autre le soutien nécessaire afin de s'en prendre à la Chine et à la Russie, peut-être même pour provoquer une guerre encore plus vaste entre l'Est et l'Ouest. C'est un besoin immense. À mon avis, la principale préoccupation en ce moment ne concerne pas seulement le Venezuela. Vous savez, les gens ici au Brésil ressentent la même chose. Ils vont être influencés par ce qui se passe au Venezuela. Et eux, vous savez, vous et vos voisins là-bas devriez ressentir la même chose, Nima. Le Venezuela. Oui, il y a de nombreuses raisons expliquant pourquoi il y a un changement de régime. Tout comme il y a des raisons pour lesquelles, je pense j'ai vu que le bateau numéro 17 avait été détruit. Des personnes exécutées extrajudiciairement par le gouvernement américain une fois de plus. Je crois que cette fois, c'était dans le Pacifique, jusqu'à la côte mexicaine. Et puis, nous avons eu des rapports cette semaine indiquant que les États-Unis envisagent ou préparent, selon, je suis désolé, NBC News, une action militaire au Mexique. Vous savez, et cela s'inscrit dans la continuité des politiques de sécurité intérieure de Stephen Miller. Donc ce que nous avons essentiellement, c'est Marco Rubio et le président qui plaident pour un changement de régime, et Stephen Miller qui soutient que nous devons détruire ces bateaux qui arrivent afin de protéger le territoire américain.
que cela fait partie intégrante de nos opérations visant à purifier, si l'on peut dire, en arrêtant, détenant, humiliant, battant, appauvrissant, en fin de compte, des millions de personnes. C'est ce qu'ils veulent faire. Leur objectif est de 3000 par jour. Bien sûr, de nombreux citoyens américains se retrouvent également entraînés là-dedans. Mais cette criminalité doit être intégrée à nos efforts dans l'hémisphère. On ne peut pas séparer ces deux aspects. Si les immigrés, la drogue, la criminalité et tout ce qu'ils apportent avec eux arrivent, alors nous devons les intercepter. Nous devons les arrêter. On peut donc voir Miller présenter ses arguments au président en même temps que Rubio avance ceux sur le changement de régime. Et puis, il y a des gens comme Sebastian Gorka, n'est-ce pas, qui font partie du lot. Vous avez un type comme Mike Waltz qui appelle depuis, vous savez, New York, ou peu importe qui, vous voyez. L'idée étant, pour reprendre votre point, et c'est ce que j'essayais d'expliquer en décrivant la politique de Trump envers la Russie, qu'il s'agit de cette idée selon laquelle nous vivons déjà dans un monde multipolaire. Le président le sait. Ses collaborateurs, je pense, le savent plus ou moins aussi. Et la question n'est pas de savoir si nous allons y entrer, c'est que nous y sommes déjà. Les États-Unis, pour prospérer, non seulement pour survivre, mais pour prospérer, doivent se réorienter vers ce monde multipolaire. Donc l'idée, encore une fois, comme je le disais à propos de la Russie, c'est laissons les Européens gérer les Russes, mais dépensons le moins de ressources possible dans ce combat. Parce que c'est un combat que nous ne pouvons pas gagner. Et ce serait une erreur, n'est-ce pas? Pendant ce temps, ces conflits en Amérique centrale et en Amérique du Sud, que nous devons renforcer, contrôler et consolider si nous voulons affronter ces autres puissances à travers le monde. Je ne pense pas que la structure que nous envisageons, NIMA, ressemble à ce que nous avons connu au cours des 100 et quelques dernières années d'État-nation. Ce sera, je pense, bien plus que cela. Bien sûr, il y aura des nations dirigeantes, des nations puissantes, la Chine, la Russie, l'Inde, d'autres encore, tu sais, qui seront des nations dominantes, des nations de premier rang, peu importe comment on les appelle. Mais il y aura aussi des blocs et des alliances, certains permanents et d'autres plus flexibles. Et cette nation ou cet empire devra être capable de gérer cela. Et donc, il faut qu'elle verrouille ce qu'elle contrôle. Il faut qu'elle verrouille, dans ce cas, l'hémisphère occidental. Et à partir de là, on peut attirer des ressources, comme tu l'as dit. On peut en extraire du pétrole. Il y a beaucoup de terres rares et de minéraux en Amérique du Sud. Les États-Unis doivent les contrôler. Si le président est sérieux à propos de notre capacité à fabriquer et à traiter nos propres terres rares et minéraux d'ici un an, alors il nous faudra une véritable source pour cela. D'où cela va-t-il venir? Donc, notre meilleure option, c'est de les extraire d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? De les prendre en Bolivie et en Équateur. Et je pense au Pérou. Tu sais, je crois que ce sont les 3 endroits principaux. Les gens peuvent me corriger là-dessus. Mais vous savez, je veux dire cette idée de réorienter, redimensionner, remodeler, rajeunir, réimaginer, peu importe comment on veut le dire, l'empire américain pour faire face non seulement au monde qui vient, mais aussi à celui d'aujourd'hui. Donc quand on voit, pour reprendre votre point, cette idée du Venezuela comme exemple, que les États-Unis mènent un changement de régime au Venezuela, qu'ils obtiennent le pétrole, eh bien ça ne se passera pas comme ça. Ce sera catastrophique. Nous le savons tous. Mais c'est ça, la vision. Et cela met tout le monde en alerte, n'est-ce pas? Cela avertit les autres nations que les Américains nous feront ce qu'ils ont fait aux Vénézuéliens, aux Irakiens, aux Afghans, aux Syriens, aux Libyens, et ainsi de suite. Ce qu'ils ont fait à tous nos voisins d'Amérique centrale dans les années 1970 et 1980. Ils nous feront la même chose. Je pense donc que c'est la grande stratégie qui prend forme, celle que nous commençons à discerner un peu
la méthode et la folie de l'administration Trump. Et il y a toutes sortes de folies, ne vous méprenez pas. Je veux dire, une grande partie de la politique étrangère américaine repose sur les désirs personnels de Donald Trump, sur son ego. C'est transactionnel, vous savez, dans le sens des relations avec Israël ou l'Égypte, en fonction de qui leur a donné de l'argent pour la campagne, ce genre de choses. Il y a ceux qui sont idéologiques, ceux qui ont leur biais, donc tous ces autres facteurs entrent en jeu. Mais je pense qu'il y a une méthode dans cette folie, une stratégie si l'on veut, de réorientation de l'Empire américain, de consolidation de ce qu'il possède, afin d'être en mesure, que ce soit dans le conflit ou dans une coopération potentielle avec d'autres nations à l'avenir. Oui, Matt, Israel Hayom, un média israélien, a rapporté que Benjamin Netanyahou avait tenu une réunion avec des hauts responsables de la sécurité pour procéder à une évaluation opérationnelle concernant l'Iran et le Hezbollah. Ce qu'ils ont rapporté sur la chaîne israélienne 15, c'est que le Hezbollah retrouve de la force et qu'il n'est plus dans la même position qu'après l'assassinat. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils préparent une attaque et qu'ils construisent leur rhétorique avant de passer à l'action. Et pendant que le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu, est en place, du moins selon la vision de Donald Trump, la situation en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que les nouvelles attaques qui se profilent, correspondent, à mon avis, à ce type de rhétorique. Quelle est ta compréhension de ce qui se passe là-bas? What is your understanding of what's going on there? Oui, je veux dire, il y a aussi eu des reportages dans les médias irakiens, selon lesquels Pete Hegseth, le secrétaire américain à la guerre, aurait parlé au premier ministre du Soudan en Irak et mentionné une grande opération militaire à venir. Et de quoi il s'agit? Eh bien, les Irakiens n'ont pas pu le dire. Mais cela pourrait être le Liban, cela pourrait être l'Iran. N'est-ce pas? Cela ne semble pas être la Syrie, car le chef d'Al-Qaïda de Damas, Al-Shara, sera à Washington, D.C., la semaine prochaine, le 10 novembre, qui est le 250e anniversaire du corps des marines des États-Unis. Et c'est ainsi que Donald Trump va le célébrer en recevant le chef d'Al-Qaïda Al-Shara à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Mais vous savez, on en a certainement beaucoup parlé dans les médias régionaux à propos de l'escalade imminente des opérations israéliennes au Liban. Les Libanais s'y attendent. D'après les rapports, l'armée israélienne déplace des moyens du sud d'Israël vers le nord du pays afin d'anticiper des attaques de roquettes, de missiles et de drones du Hezbollah. L'armée israélienne aurait déclaré plus tôt au cabinet « Écoutez, ces bombardements 1 ou 2 fois par jour ici dans le sud du Liban ne fonctionnent pas pour nous. Cela ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Nous devons mener une opération complète. » Je pense que l'image que cela renvoie, la dimension politique de tout cela, la direction israélienne dit « Nous avons eu un cessez-le-feu pendant 1 an. Le Hezbollah est toujours là. Nous n'avons pas atteint nos objectifs. Nous devons montrer au peuple israélien que nous sommes sérieux. » Je pense qu'ils doivent faire cela pour contrer un cessez-le-feu à Gaza. Israël est une nation qui est une maison de guerre, une maison de violence. Et si rien ne se passe, s'ils ne mènent pas de violence à des fins réparatrices ou rédemptrices, s'ils ne continuent pas à utiliser la violence pour démontrer qu'ils sont une nation assiégée par des ennemis tout autour d'eux, pour justifier le récit de ce qu'ils sont, alors ce récit pourrait s'effondrer. Mon Dieu, s'ils connaissaient la paix pendant plus de quelques années, le peuple israélien pourrait commencer à soupçonner que son récit est un mensonge, vous voyez. Donc il y a toutes ces pressions pour lancer une campagne dans le sud du Liban que les Israéliens ont arrêtée il y a 1 an. Et je pense donc que la question est de savoir à quoi cela ressemblera. Jusqu'où iront-ils?
Vont-ils simplement bombarder à tout va des cibles à travers le Liban et prétendre qu'elles sont toutes du Hezbollah? Vous savez, nous avons détruit cet immeuble, tué la grand-mère et ses 4 petits-enfants parce qu'ils cachaient des roquettes Katyusha sous le berceau du bébé, ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils vont refaire? Ou vont-ils tenter une nouvelle invasion? Je veux dire, nous verrons bien. Nous ne savons pas. Et puis, il y a la question de l'Iran. Bien sûr, ce que disent les Iraniens, ils semblent s'attendre à la guerre. Les déclarations de Khamenei cette semaine, vous savez, ils ne reculent pas. L'analyse, les commentaires depuis des mois ici aux États-Unis, c'est qu'une nouvelle frappe israélienne contre l'Iran se prépare. Rien ne me permet de dire que ce ne sera pas le cas. Vous savez, je pense qu'une grande partie dépend de l'humeur de Donald Trump, pour être juste. J'ai vu quelque chose d'intéressant, Nima. Nous avons ce débat constant, je suppose, sur qui contrôle qui. Est-ce qu'Israël contrôle l'Amérique? Ou est-ce que les Américains contrôlent Israël? Je suis un peu partagé là-dessus. J'ai l'impression que c'est tellement imbriqué qu'il faut remonter des décennies en arrière à son origine. Mais 70% des Israéliens pensent que les Américains contrôlent leur gouvernement. N'est-ce pas? C'est la vision en Israël, qu'Israël est tenu en laisse par les Américains. Pendant ce temps, beaucoup d'Américains diraient que les Israéliens ont le contrôle sur nous. On peut argumenter dans les deux sens. Mais oui, je dirais simplement que nous n'avons pas encore vu la fin des guerres, des tueries et du chaos au Moyen-Orient. America continue d'affirmer la primauté et d'établir sa domination. Merci beaucoup, Matthew, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Très bien, merci Nima. Toi,